Bonjour les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour mettre en valeur ce que nous venons partager avec vous dans ce fameux centre de formation qui s'appelle l'École française d'astrothérapie. C'est vraiment notre bébé, c'est quelque chose auquel nous tenons vraiment à cœur et nous partageons ces vidéos avec vous simplement pour que vous puissiez avoir une idée des thématiques qui sont abordées et de la pertinence et du côté passionnant de toutes ces informations, de tous ces enseignements-là. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans une sorte de triptyque où j'ai déjà parlé 2 fois de l'Oedipe et aujourd'hui, je vais en parler d'une manière encore différente. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît et n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions ou à mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je serai ravi de répondre s'il y a des questions sur tel ou tel point qui a été développé dans la vidéo. L'Oedipe, donc. Quel enjeu! C'est un enjeu incroyable. C'est l'enjeu qui est une musique, dans le fond. C'est quelle est la musique qui se joue à l'intérieur de notre inconscient? Ou même peut-être plus large, quelle est la musique qui se joue à l'intérieur de notre âme? En astrologie, on considère que nous avons une personnalité, et que cette personnalité, cet ego, eh bien, est extrêmement précieux, parce que c'est cette personnalité-là qui invite l'âme à se réaliser, à se manifester sur la Terre. Et donc, ce n'est pas n'importe quelle personnalité. C'est une personnalité qui est aussi, et c'est une sorte de postulat, c'est une dimension de foi, on est dans quelque chose de spirituel, de métaphysique, cette foi-là que tout a du sens, et que l'âme choisit ses parents, son éducation, son enfance, parce que la structure de sa personnalité se met justement au service de son projet sens, de ce qu'il est venu être sur cette terre. Et donc on est à la fois dans quelque chose de très freudien, d'essayer d'écouter le point de vue génétique, d'essayer d'écouter d'où est-ce qu'on vient, quelle est notre histoire, quelle est la musique qui se joue là à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que ça vient éclairer des tas de choses dans nos enjeux de vie adulte, et c'est déjà extrêmement bien, mais c'est plus fort que ça. Dans les FAT, ce qui nous intéresse en tant qu'astrothérapeute, c'est que c'est du sens, non pas simplement pour moins souffrir ou être moins dans les automatismes de répétition, mais bien de comprendre pourquoi ça a été là et c'est au service de quoi que ça a été là. Parce que les qualités que nous développons au fur et à mesure de notre enfance sont des qualités que l'adulte que nous sommes peut thésauriser pour s'épanouir et peut-être même jouer notre note dans la grande symphonie de l'univers. Donc c'est pas rien cette dimension d'Oedipe. C'est une musique donc. Et l'idée fondamentale que Freud, d'un point de vue génial, a développée, c'est que, voilà, ce qui s'est passé dans notre histoire, c'est notre âme narrative. Il y a quelque chose qui se trame, c'est notre trame énergétique, c'est notre trame existentielle aussi, parce que tout ce qui est à l'intérieur est forcément aussi en lien avec ce qui se passe à l'extérieur, puisque nous sommes co-créateurs de notre réalité. Le même événement, vécu par 2 consciences différentes, ne va pas être regardé, interprété, et ne va pas être traversé de la même manière. Et donc, d'écouter notre histoire, de comprendre notre structure, les étapes de notre développement psycho-affectif, nous permet de sentir ces enjeux-là. Quels sont nos filtres perceptivo-cognitifs? Quel est notre modèle du monde? Comment on perçoit les choses? Et pourquoi? C'est vraiment de ça dont on parle avec ce magnifique point de vue oedipien, c'est-à-dire ce point de vue génétique. Comment s'est générée notre personnalité? Quelle est notre histoire, dans le fond? La dernière fois, nous avons vu des étapes. C'est un premier point de vue que Freud avait développé au début de sa carrière, et puis, avec le temps, il a développé un autre point de vue qui est assez connexe, qui est toujours un point de vue génétique, et qui ne parle pas non pas des étapes, mais plutôt des stades. Vous avez certainement déjà entendu parler du stade oral, du stade anal, du stade phallique, etc. Stade oedipien, génital. Ce sont des stades. Et c'est de ces stades dont je vais vous parler maintenant. Alors, pas pour totalement les développer, il nous faudrait au moins 6 heures. À l'EFAT, nous passons une journée entière et nous faisons des liens aussi avec vos propres histoires pour pouvoir mesurer comment vous avez traversé ces étapes. Puisque je vous rappelle que quand on devient thérapeute, on est son propre outil. Et donc, c'est vraiment important de bien se connaître pour éviter de projeter, de transférer sur nos clients. Et donc, je suis pas là pour totalement les développer, mais juste les nommer et que vous compreniez un peu la logique. La logique est
légèrement différente de celle des étapes. Dans les stades, on est vraiment lié à la libido. Et c'est aussi quelque chose qui est assez génial, c'est que Freud a montré à quel point le corps était essentiel. Que l'énergie, que les pulsions, que l'énergie de vie vient d'abord du corps. Et que quand on a une pulsion, elle se vit comme quelque chose d'inconfortable, quelque chose de délicat, quelque chose qui nous tend. Quand il y a une tension, on est tendu. Et c'est vécu comme des plaisirs. On peut bien le sentir parce que quand on a une pulsion, quand on a une tension intérieure, qu'elle se développe, qu'elle se développe, qu'elle se développe, et que tout d'un coup, il y a un passage à l'acte qui vient libérer cette tension ou cette pulsion, ah, quel soulagement, quel plaisir. Pour donner un exemple très corporel, si j'ai très soif et que tout d'un coup je bois, plus j'ai eu soif, et plus j'ai eu cette tension de la soif, et plus le fait de me désaltérer va être vécu comme un plaisir. Comme c'est vécu comme un plaisir, eh bien Freud a appelé ça de la sexualité. Et donc l'idée qu'il va développer, c'est que la sexualité est quelque chose qui se construit et qui est très complexe, parce que quand on passe d'une étape à une autre, en réalité, on n'en a jamais fini avec l'étape précédente. On transcende tout en incluant. C'est comme un volcan. Quand un volcan vient en éruption, chaque éruption vient faire des coulées de lave, et puis ça se refroidit, ça se sédimente, et puis si on creuse le sol, on peut voir les différentes couches. Et le sol est constitué de ces différentes couches. Eh bien, c'est la même chose pour notre personnalité. Il y a plusieurs étapes, plusieurs stades que nous avons traversés, et ça a laissé des traces, et c'est ce qui donne notre structure, la structure de notre personnalité. Et toutes ces étapes se répondent les unes aux autres. Tous ces stades se répondent les uns avec les autres. Et donc, c'est fascinant de pouvoir sentir ça. Mais c'est encore plus fascinant si on parle de plaisir, parce que ça veut dire que notre sexualité d'adulte se compose de plein de petits moments où les plaisirs se sont développés à des endroits différents, à des moments différents, et que du coup, quand on est dans une quête du plaisir et de la sexualité, ça transcende tout en incluant tout cela. Et ça donne une couleur particulière à la façon adulte de faire l'amour, par exemple, ou d'avoir une sexualité. Parfois même, qu'il y a certaines régressions, certaines fixations, ou certaines difficultés, ou certains symptômes, du coup, qui sont en lien avec cette histoire-là et qui viennent impacter notre sexualité. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de sexualité aujourd'hui, mais bien de vous faire entendre ces différents stades et de vous faire sentir le lien avec le plaisir. Pour Freud, le premier plaisir, quand je suis un bébé, que je viens au monde, donc le premier stade, c'est par la bouche que ça se joue, le stade oral. Parce qu'effectivement, je suis d'abord faim et soif. Quand mon estomac est tendu, je pleure et tout d'un coup, le sein de maman vient me soulager, enlever la tension, et puis l'estomac, c'est l'endroit où l'information est envoyée au cerveau de la réplétion. Je suis repu, je suis en satiété, tout va bien, je suis voilà, à nouveau détendu. Vous voyez, c'est ça, ce plaisir qui vient de la bouche, qui coule le long de l'œsophage et qui va jusqu'à l'estomac, mais c'est aussi la peau, hein, quand maman vient changer le bébé, eh bien, il met de la pommade, elle le masse, elle fait des guili-guili, des gousi-gousi, et donc, quand la fonction maternage est bien développée, il y a des plaisirs aussi aux caresses, et puis au fait de vibrer sur la peau. Eh bien, tout ça fait partie du premier plaisir. En gros, entre 0 et 1 an, je dis en gros parce que Freud n'arrête pas de dire et de mettre en garde qu'il ne faut pas écouter ces âges de façon trop précise, parce qu'en réalité, c'est des transitions. Encore une fois, quand on passe au stade suivant, qui sera le stade anal, eh bien, on en reste quand même au stade oral, et donc du coup, ça se chevauche, et puis il peut y avoir des moments évolutifs, où il y a une percée évolutive, puis des moments régressifs, où on retrouve de l'énergie, puis on repart en avant, donc ne prenez pas trop au sérieux la notion d'âge, mais juste des moments, des moments clés de notre enfance. Vous sentez la possibilité à l'âge adulte d'avoir gardé des enjeux là, des fixations autour de ce stade oral. Parfois, on a tendance à compenser avec la nourriture, par exemple, quand on a une insécurité émotionnelle,
Ou bien, si on parle de sexualité, eh bien, on peut aimer les préliminaires, on peut aimer embrasser. Il y a des gens qui adorent embrasser et d'autres qui l'ont moins. Il y a des gens qui aiment sentir les odeurs, la peau de l'autre, comme le bébé qui a tendance à se lever dans le pot à pot avec maman, et puis qui adore l'odeur de maman, parce que ça le rassure. Eh bien, quand il y a beaucoup de choses qui s'est joué, soit de manière très agréable, soit de manière très désagréable, eh bien, il y a ce qu'on appelle des fixations, et qui fait que c'est une composante qui devient plus forte dans notre personnalité ou dans notre façon d'accéder au plaisir. Je ne vais pas parler des transitions parce que je n'en ai pas le temps, mais dans le deuxième stade, le stade anal, il va y avoir un autre accès au plaisir. Le corps va s'érotiser d'une façon différente. C'est le moment où, vers 2 ans et demi, l'enfant va contrôler ses sphincters. Sphincter urétral, il peut se retenir pour aller faire pipi, et puis le sphincter anal, il peut se retenir et peut-être faire sur le pot. C'est l'accès à la propreté. Vous voyez l'importance de cet enjeu. D'abord, à l'époque de Freud, il n'y a pas de couche jetable, hein, donc vous imaginez que de permettre à un enfant de devenir propre, c'est un enjeu aussi fondamental pour la famille, d'avoir moins de lessive à faire. Il n'y avait pas de machine à laver en plus à l'époque. Mais pour nous, c'est peut-être encore plus intense. Vous savez, pour aller à l'école, il faut être propre, sinon on va pas pouvoir aller à la maternelle, etc. Donc il y a des enjeux très forts. Donc il y a presque un double plaisir. Il y a un plaisir qui est d'abord physiologique. Quand je me retiens d'aller faire pipi, et que j'y vais, eh bien, la décharge fait que le plaisir est plus intense. Si j'ai très envie d'aller aux toilettes, si j'ai très envie d'aller à la selle, et que je me retiens, et que enfin je peux faire, c'est un plaisir qui est plus grand. Si l'enfant a contrôle sur ses sphincters, il peut moduler cette intensité. C'est-à-dire peut-être se retenir pour avoir plus de plaisir, ou bien ne pas se retenir et faire quand on lui demande, faire sur le pot, ou avant de prendre la voiture, on lui dit « va faire pipi ». Et il peut obtempérer, mais pour un autre plaisir du coup. Ce plaisir de gratifier maman ou papa, pour faciliter je vais dire maman, si elle me demande de faire sur le pot, est-ce que je vais lui faire plaisir? Et l'idée que développe Freud, c'est que ça dépend. Ça dépend de ce qui se passe là. Parce que faire sur le pot, vous voyez, les selles sont à l'intérieur d'abord, puis ensuite elles vont aller à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est à moi et qui va pouvoir ou non se donner à l'autre. C'est comme si c'était le premier cadeau que je pouvais faire, qui vient vraiment de moi, à ma maman. Et comment est-ce qu'il va être accueilli, ce cadeau? Si ça sent mauvais, c'est sale, c'est dégoûtant et que on me fait honte, je vais peut-être me dire que tout ce qui vient de moi est dégoûtant. Si au contraire, c'est l'enfant roi qui est sur son trône et qui vient être valorisé et qu'on montre à tout le monde, regardez, il est grand, il a fait un joli caca, et qu'on l'applaudit, il va peut-être se dire que ce qui sort de lui est beau et va pouvoir être accueilli. Vous voyez que, en fonction de notre histoire, la façon dont on a accédé à la propreté, ça donne pas les mêmes marques à l'intérieur de nous, les mêmes enjeux à l'intérieur de nous. Et puis, autre enjeu majeur, c'est comment je vais avoir un rapport privilégié avec maman. Est-ce que c'est en obtempérant, et c'est vraiment là qu'elle va être gentille et que ça va me donner du plaisir d'être dans un lien privilégié avec elle? C'est ce qu'on appelle un anal expulsif, où je vais plutôt apprendre à être passif, à être gentil, à me laisser faire. Côté plutôt masochiste. C'est la décision de maman qui s'exerce sur moi, et c'est ça que je vais érotiser. Que quelqu'un me dise ce que j'ai à faire et que je vais prendre cette position-là. Ou au contraire, est-ce que c'est plus intense et que maman s'occupe plus de moi quand je ne veux pas et que je fais la forte tête et qu'il y a un rapport de force avec elle, un anal rétensif, et tout d'un coup, je peux me sentir valorisé, avoir du pouvoir, et que je peux avoir du plaisir, avoir ce pouvoir-là sur mon corps propre, et puis du pouvoir aussi dans ce bras de fer avec maman. Et je peux érotiser ça. L'anal rétensif, c'est le côté plus sadique, d'avoir du pouvoir sur les autres, par l'argent, par le contrôle, d'avoir du pouvoir sur soi, d'être dans la discipline, dans la rigueur, de vouloir réussir, et d'être... Vous voyez, ça donne d'autres teintes. En tout cas, ce que je voulais vous faire sentir aujourd'hui, c'est que ce qui est érotisé là,
dans cette étape-là, plutôt dans ce stade-là, ben, va laisser une trace. À l'âge adulte, on voit bien, par exemple, on a vu les préliminaires, les caresses, s'embrasser pour le stade oral. Ben là, ça va être quelque chose qui est plus lié à l'anal. Il y a des gens qui aiment qu'il y ait des pratiques anales et d'autres qui trouvent ça dégoûtant, d'autres qui vont être centrés plutôt sur quelque chose d'actif, d'aimer être en chasse, de vouloir absolument séduire l'autre, de prendre l'initiative. Au contraire, d'aimer être séduit, que l'autre prenne l'initiative. Enfin, ça fait partie des enjeux de séduction et des enjeux de plaisir aussi à l'âge adulte. Donc vous voyez, c'est comme si c'était le vestige de comment ça s'est érotisé dans ce moment-là quand j'étais enfant. Bon, je pense que vous commencez à saisir l'idée. Donc, stade oral, stade anal. Le stade phallique, c'est le moment, en tout cas pour le petit garçon, où il valorise. C'est le petit garçon qui montre son zizi en érection et qui est très content et qui est tout fier. Mais c'est pas seulement le pénis. On a vu que le pénis était associé au phallus, c'est-à-dire au charisme, à l'importance. Papa, regarde, je fais ci. Maman, regarde. Besoin d'être vu, d'être reconnu, de montrer que j'ai un impact sur le monde et ça donne mon image. Hein, et puis j'ai envie d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé. C'est des tas d'enjeux narcissiques qui vont aussi avoir forcément des répercussions. Est-ce que j'ai été vu, reconnu, aimé? Est-ce que j'ai m'attends à ça naturellement à l'âge adulte? Ou au contraire, est-ce que j'ai des blessures narcissiques et que je n'aime pas me mettre en avant parce que voilà, j'ai eu des difficultés quand j'étais dans ce moment où j'attirais l'attention sur moi. Enfin bref, c'est une autre zone de plaisir. Plaisir d'être vu et d'être reconnu, de donner une extra version de soi-même. Et puis, il y a le stade oedipien. Le stade oedipien, on a déjà beaucoup parlé de ce moment l'Oedipe, l'âge de raison, dans l'étape oedipienne dans la vidéo précédente. C'est ce moment où j'intériorise la loi du père et que j'ai du coup une autre forme de plaisir. Et cette forme de plaisir, c'est d'être quelqu'un de bien. À 5 ans, j'ai des bottes toutes neuves et on me dit de pas sauter dans les flaques. Ben, je ne vais pas sauter dans les flaques parce que quelqu'un me regarde et que je vais être puni si je le fais. Mais si on me regarde plus, je saute dans les flaques, je reviens tout mouillé et on me dit, bah, ça y est, t'as sauté dans la flaque et je vais dire, bah non, c'est pas moi, c'est une marmotte qui passait et qui m'a éclaboussé. À 5 ans, on peut inventer une sorte de mensonge tout mignon pour pouvoir se cacher. Parce qu'on n'a pas encore la conscience du bien et du mal. À 7 ans, je vais pas sauter dans les flaques d'eau, et si j'ai vraiment intériorisé la loi du père, ou introjecté la loi du père, même si mes parents ne me regardent pas, je ne vais pas sauter, parce que je vais me le dire à moi-même qu'il ne faut pas sauter, qu'il ne faut pas se mouiller, qu'il ne faut pas se salir pour maman et le linge, par exemple, ou papa et le linge. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est que je suis capable de me le dire à moi-même. Et si j'ai un petit frère ou une petite sœur, à 7 ans, à 8 ans, je vais devenir un moralisateur, parce que ce petit-là, il n'a pas encore compris qu'il y a le bien et le mal. Donc quand je me comporte bien, je peux être fier de moi, et c'est une autre source de plaisir. Et d'ailleurs, on a vu qu'à cette étape, on a ce qu'on appelle le refoulement, qui vient permettre de laisser dans l'inconscient des tas de pulsions qui sont liées au plaisir, principe de plaisir, pulsion de gratification immédiate qui vient beaucoup du corps et du plaisir que j'ai avec papa et maman. À partir de l'âge de raison, je peux déplacer ça sur plein d'autres objets. C'est la phase de latence, et dans cette phase de latence, l'enfant se socialise. Il peut déplacer son plaisir sur des tas de choses, sur la musique, sur le sport, sur les mathématiques, sur un jeu, une passion qui va être la sienne. Et du coup, il va rencontrer d'autres gens qui vont partager ses passions. Et donc, les objets de plaisir vont se multiplier. Et donc, c'est une autre façon d'accéder au plaisir et donc une autre façon d'avoir de la sexualité. Et là encore, comment ça s'est passé dans cette période-là pour nous, ça marque notre destin. En tout cas, avant d'arriver au stade génital, c'est-à-dire vraiment d'une sexualité adulte, avec tout ce que ça compose de justement de moments d'abord de séduction, on se connaît, puis on fait des préliminaires, puis après on a des pratiques adultes génitales, eh bien tout ça,
est étayé sur toute une histoire et construit sur toute une histoire qui s'appelle donc l'Oedipe. Et donc l'enjeu de connaître ces étapes, ben, c'est de voir qu'est-ce qu'on a érotisé, parce que forcément cette musique, cette façon de chercher du plaisir, ben, ça peut m'amener en tant qu'adulte à me comporter de telle ou telle manière ou à réagir de telle ou telle façon. Et ça fait partie à la fois de la connaissance de soi, ce qui est fondamental, et aussi pour mettre de la clarté dans nos enjeux, dans nos difficultés, qu'elles soient bien évidemment sexuelles, mais qu'elles soient de tout ordre. Comment je gère le conflit, comment je vais ou non vouloir fonder une famille, pourquoi je veux ou non percer dans ma carrière, etc., etc. Donc l'idée de ces stades oedipiens, c'est d'écouter comment la vibration, l'énergie, le plaisir circulent dans notre complexité et de pouvoir du coup mieux comprendre mes enjeux, les maîtriser et en faire quelque chose de bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt!